Quatrième exposé. Nous sommes portés à admettre qu'une telle transformation de la situation s'est aussi produite dans les rêves confus, bien que nous ne puissions savoir si elle concernait ici aussi un optatif. Le rêve cité en exemple au début, dont nous avons poussé quelque peu l'analyse, nous donne, à vrai dire, en deux endroits, l'occasion de saisir quelque chose de ce genre. L'analyse montre que ma femme s'occupe d'autres gens à table, ce que je ressens comme une chose désagréable. De cela, le rêve contient l'exact contraire, à savoir que la personne qui est substituée à ma femme se tourne entièrement vers moi. Or, à quel désir une expérience désagréable peut-elle plus aisément donner naissance qu'à l'idée de l'événement contraire qui se serait accompli comme il apparaît dans le rêve ? Il existe un rapport tout à fait analogue entre l'amère pensée, fournie par l'analyse, que je n'ai rien eu pour rien, et le propos de la femme dans le rêve. Vous avez toujours eu de si beaux yeux. Une partie des oppositions entre contenu manifeste et contenu latent du rêve pourrait donc se ramener à l'accomplissement du désir. Mais voici une opération plus frappante du travail de rêve qui donne naissance aux rêves incohérents. Si l'on compare, sur un exemple pris au hasard, le nombre des éléments de représentation ou l'importance des notations à quoi conduit l'analyse, quand on note un rêve et les pensées dont on retrouve une trace dans le rêve, on ne peut douter que le travail du rêve a réalisé en l'occurrence une compréhension ou condensation remarquable. Il n'est pas possible de se faire d'emblée une idée de l'étendue de cette condensation, mais elle s'impose d'autant plus que l'on a pénétré plus profondément dans l'analyse du rêve. Alors, on ne trouve pas un élément du contenu du rêve dont les fils associatifs ne partiraient dans deux directions, ou davantage, pas une situation qui ne soit faite d'un assemblage de deux impressions et de deux expériences, ou davantage. J'ai rêvé un jour, par exemple, d'une sorte de piscine dans laquelle les baigneuses se dispersaient dans tous les sens. À un certain endroit du rebord se tenait un individu qui se penchait vers une des baigneuses comme pour la tirer de l'eau. La situation se composait du souvenir d'un événement du temps de ma puberté et de deux tableaux dont l'un vu juste avant le rêve. Les deux tableaux étaient la surprise au bain du cycle d'œuvres que Schwint a consacré à Mélusine, les baigneuses qui se dispersent, et un tableau du déluge dû à un maître italien. Quant au petit événement, il avait consisté en ceci que j'avais pu voir comment, au cours de natation, le maître nageur avait aidé à sortir de l'eau une femme qui s'était attardée jusqu'à l'heure réservée aux hommes. Dans l'exemple que j'ai choisi au début pour mon exposé, l'analyse de la situation me conduit à une petite série de souvenirs dont chacun a fourni quelque chose au contenu du rêve. C'est d'abord la petite scène du temps de nos fiançailles dont j'ai déjà parlé. La pression des mains sous la table qui eut lieu alors a livré au rêve le détail « sous la table » que je dois introduire après coup dans mon souvenir du rêve. À l'époque de cet épisode, il n'était bien sûr pas question d'un mouvement vers moi. Je sais par l'analyse que cet élément reste l'accomplissement de désirs a contrario qui se rapportent au comportement de ma femme à la table d'hôte. Mais derrière ce souvenir récent se cache une scène tout à fait semblable et bien plus importante qui remonte au temps de nos fiançailles et qui nous brouilla tout un jour. La privauté consistant à poser la main sur le genou se rapporte à un contexte entièrement différent et à de toute autre personne. Cet élément du rêve devient lui-même le point de départ de deux séries particulières de souvenirs, et ainsi de suite. Le matériel venu des pensées du rêve, qui se trouve comprimé pour former la situation du rêve, doit bien entendu être a priori disponible pour cet usage. Pour cela, il faut la présence d'un ou plusieurs éléments communs dans tous les composants. Le travail du rêve procède alors comme Francis Galton
pour la production de ces photographies de famille. Il superpose en quelque sorte les différents composants. L'élément commun ressort alors nettement dans le tableau d'ensemble, les détails contradictoires s'effacent en quelque sorte réciproquement. Ce processus de production explique aussi, en partie, les déterminations flottantes d'un flou singulier de très nombreux éléments du contenu du rêve. Se fondant là-dessus, l'interprétation du rêve énonce la règle suivante. Là où dans l'analyse quelque chose d'indéterminé peut se résoudre par un ou bien, on substituera à l'alternative un et pour l'interprétation, et on prendra chaque membre de cette apparente alternative comme point de départ indépendant d'une série d'idées incidentes. Quand de tels éléments communs n'existent pas parmi les pensées du rêve, le travail du rêve s'efforce d'en créer pour permettre une figuration commune dans le rêve. Le chemin le plus commode pour rapprocher deux pensées du rêve qui n'ont rien de commun consiste à changer l'expression linguistique de l'une. Par là, l'autre vient plus ou moins à sa rencontre dans une autre expression grâce à une refonte appropriée. C'est un peu ce qui se passe chez un rimeur où la concordance des sons prend la place de l'élément commun recherché, dans notre exemple. Une bonne partie du travail du rêve consiste en la création de telles pensées intermédiaires, souvent fort spirituelles, mais qui paraissent aussi fréquemment forcées, pensées qui vont de la figuration commune dans le contenu du rêve jusqu'aux pensées du rêve motivées par les circonstances du rêve, qui diffèrent par leur forme et leur nature. Dans l'analyse de notre exemple de rêve, je trouve justement un tel cas de transformation d'une pensée aux fins d'établir une rencontre avec une autre pensée de nature étrangère. En poursuivant l'analyse, je tombe en effet sur la pensée suivante. J'aimerais aussi, une fois, avoir quelque chose pour rien. Mais cette forme n'est pas utilisable pour le contenu du rêve. C'est pourquoi elle est remplacée par une forme nouvelle. J'aimerais bien jouir de quelque chose sans qu'il m'en coûte. Or, le mot coûter, kosten, convient dans son second cas au cercle de représentation de la table d'hôte et peut trouver sa figuration dans les épinards servis dans le rêve. Chez nous, quand on sert un plat dont les enfants ne veulent pas, leur mère tente d'abord de les persuader par la douceur et leur demande d'en goûter, kosten, seulement un peu. Il semble certes étrange que le travail du rêve exploite si aisément l'ambiguïté des mots. Mais une fois qu'on a acquis un peu d'expérience, ce phénomène apparaît comme tout à fait habituel. Le travail de condensation du rêve explique aussi certaines composantes de son contenu qui lui sont particulières et ne se trouvent pas dans la pensée éveillée. Il s'agit des individus collectifs et composites, ainsi que des singulières formations composites, créations comparables aux compositions animales de la fantaisie des peuples d'Orient, qui, dans notre pensée, se sont déjà figées en unités distinctes, alors que les compositions du rêve sont sans cesse remodelées selon un jaillissement inépuisable. Chacun connaît de telles formations à partir de ses propres rêves. Leurs modes de production sont très variés. Je peux composer une personne en lui prêtant des traits d'un individu et d'un autre, ou bien en lui donnant la forme de tel individu tout en pensant dans le rêve au nom d'un autre, ou bien je peux me représenter l'aspect d'une personne, mais la déplacer dans une situation qui s'est produite avec une autre. Dans tous les cas, la combinaison de plusieurs personnes en un représentant unique dans le contenu du rêve est pleine de sens. Elle vise à signifier un « et », un « comme », à établir entre les personnes originales une équation sous un certain rapport qui peut aussi être précisé dans le rêve lui-même. Mais en règle générale, l'élément commun des individus fusionnés ne peut être découvert que par l'analyse et n'est précisément qu'indiqué dans le contenu du rêve par la constitution de l'individu collectif.
La même diversité dans le mode de production et la même règle en ce qui concerne la dissolution de ces figures existe aussi dans le fourmillement innombrable des formations composites qu'on rencontre dans le contenu du rêve. Il n'y a pas lieu, je pense, d'en donner des exemples. Leur singularité disparaît totalement si nous nous décidons à ne pas les placer sur le même plan que les objets de la perception éveillée, en nous souvenant qu'elles figurent une réalisation de la condensation du rêve et mettent en valeur, dans un raccourci saisissant, un caractère commun des objets ainsi combinés. Ici aussi, le caractère commun doit le plus souvent être dégagé par l'analyse. Le contenu du rêve ne dit en quelque sorte que toutes ces choses ont un élément X en commun. La décomposition de telles formations composites par l'analyse conduit souvent à la signification du rêve par le plus court chemin. C'est ainsi que j'ai rêvé que j'étais assis sur un banc avec un de mes anciens professeurs d'université. Ce banc avançait d'un mouvement rapide parmi d'autres bancs. Il s'agissait d'un mélange d'amphithéâtre et de trottoir roulant. Je ne poursuivrai pas plus loin la pensée de ce rêve. Une autre fois, je suis assis dans un wagon et tiens sur mes genoux un objet qui a la forme d'un chapeau haut de forme, mais qui est en verre transparent. La situation me fait penser tout de suite au dicton « Le chapeau à la main, on traverse tout le pays ». Le haut de forme de verre me rappelle le Beck Hour, et je sais bientôt que j'aimerais faire une découverte qui me rendrait aussi riche et indépendant que mon compatriote, le docteur Auer von Welsbach, l'est devenu par la sienne, et qu'alors je voyagerais au lieu de demeurer à Vienne. Dans le rêve, je voyage avec mon invention, le haut de forme de verre, qui n'est certes pas encore d'usage courant. Le travail du rêve affectionne tout particulièrement de figurer par la même formation composite de représentations qui s'opposent. Ainsi, par exemple, une femme se voit porter en rêve une haute tige de fleurs, ainsi qu'on figure l'ange dans les tableaux de l'Annonciation. Innocence, Marie est le nom de cette femme, mais la tige est garnie de grandes fleurs blanches qui ressemblent à des camélias, contraire de l'innocence, la dame aux camélias. Une bonne partie de ce que nous venons de dire sur la condensation du rêve peut se résumer dans cette formule. Chaque élément du contenu du rêve est surdéterminé par le matériel des pensées du rêve. Il ne dérive pas d'un seul élément des pensées du rêve, mais de toute une série d'entre eux, lesquels n'ont nullement besoin d'être proches les uns des autres dans les pensées du rêve, mais peuvent appartenir aux domaines les plus divers du tissu des pensées. L'élément du rêve est au sens exact le remplacement dans le contenu du rêve de tout ce matériel disparate. Mais l'analyse révèle encore un autre aspect de la relation complexe entre contenu du rêve et pensée du rêve. De même que de chaque élément du rêve, des relations conduisent à plusieurs pensées du rêve, ainsi, en règle générale, une pensée du rêve est remplacée par plus d'un élément du rêve. Les fils associatifs ne convergent pas simplement des pensées du rêve au contenu du rêve, mais se croisent et s'entretissent fréquemment en chemin. À côté de la transformation d'une pensée en une situation, la dramatisation, la condensation constitue le caractère le plus important du travail du rêve et celui qui lui est le plus propre. Mais jusqu'ici, rien ne nous a dévoilé du motif qui obligerait à une telle compression du contenu.